Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi. Je suis très heureuse de vous retrouver. Une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, Alexandre Opeccini, metteur en scène et réalisateur, est mon invité. Inconnu il y a encore quelques années, il rafle tous les prix et squatte les scènes de Corse et d'ailleurs. Rencontre libre de Cross of Redemption de James Baldwin, une œuvre qui permettra à Inès Moratti d'évoquer Shakespeare. Celle-ci, Lorsogne, elle, nous parle de ces hippies qui fuient la vie de bureau en littérature et au cinéma. Quand la réalité dépasse la fiction, focus sur Jim Carrey qui interprète le rôle de son idole, le comique Andy Kaufman dans le biopic Man on the Moon. Et enfin, dans le cerveau d'Inès Moratti, il y a des popcorns, mais pas que, ce sera le délicieux moment décalé à retrouver en fin d'émission. À mes côtés, ce soir, les chroniqueurs Inès Moratti, Cécile Orsogne et Didier de Giordano. Bonsoir. Bonsoir. À vous trois. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Avant de retrouver dans un instant nos brillants esprits critiques, j'ai le plaisir et l'honneur un petit peu de recevoir Alexandre Opeccini. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation puisque vous êtes très occupé par ailleurs. Ma première question, Alexandre, est-ce qu'il peut vous arriver parfois d'être de mauvaise foi ? Eh bien oui. Je fais quand même un métier d'esbrouf, donc oui, il faut être de mauvaise foi, je crois. Dans quelles circonstances ? Plutôt dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel ou dans les deux, partout, un peu partout, comme tout le monde, en fin de compte. Alors, je le disais, vous êtes metteur en scène, réalisateur. Un parcours assez atypique, puisque vous avez suivi un cursus maths sup, maths spé et une licence de géologie. Ouais. Eh oui, mais encore aujourd'hui, c'est pas réglé tout ça. Je me pose des questions sur le pourquoi du comment. Non, assez rapidement, quand j'étais au collège et au lycée, je me voyais devenir ingénieur, chercheur. Donc, je me suis laissé un peu aller. Et puis, quand même, quand j'ai fait maths sup, maths spé, j'étais en agroalimentaire, biologie. Je me suis rendu compte que finir par faire du packaging chez Danone, ça n'allait pas vraiment être ma passion. Et donc, je suis plus allé vers la géologie pour faire de l'astrophysique. Mais là, j'ai commencé le théâtre avec une troupe de la fac. Et je me suis dit, bon, quand même, on va essayer le truc. On va quand même essayer le truc un peu plus, quoi. Voilà. Donc, de l'astrophysique au théâtre, finalement, voilà. Il n'y a qu'un pas. Est-ce que vous gardez cette passion un petit peu, voilà, pour, je sais pas moi, pour les étoiles, pour cette physique, pour... Eh oui, quand même. Ouais, ça vous passionne toujours. Il y a quelque chose qui je sais pas, quelques années après, j'écris là sur la géologie de la Corse, parce qu'il y a des choses à dire. Elle est assez compliquée, et je crois que ça... La complexité de la géologie Une double corse. casquette, donc artiste scientifique. Exactement. Et voilà. C'est très bien, moi je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, le public vous a découvert, j'ai un petit peu envie de dire, avec cette pièce en 2016, T-Rex, où vous jouiez le rôle d'un salarié épuisé, en plein burn-out. Pourquoi ce succès ? Pourquoi ? Parce que le burn-out, c'est quelque chose de fédérateur aujourd'hui ? Alors, parce qu'à vrai dire, je suis artiste, géologue, banquier. Voilà. Donc, j'ai bossé aussi dans une banque pendant des années pour payer mes cours de théâtre quand j'étais à Paris. Et donc, j'ai pu voir ce qui se passait dans les bureaux en y revenant assez souvent. Et le burn-out, ce n'est surtout pas fédérateur, puisqu'on se retrouve tout seul. On peut se moquer de gens qui s'énervent parce que le stylo ne marche pas, mais peut-être que chez eux, il se passe des choses graves. Et malheureusement, il y a énormément de gens à qui ça arrive. C'est très dur à identifier. Ça l'est de plus en plus. Et du coup, on arrive maintenant à faire un pas en arrière et à se dire « Oula, là, il y a quelque chose qui se passe ». Mais effectivement, j'ai vu tellement de gens sombrer là-dedans. Et moi, le théâtre me tenait en dehors de ça, que j'avais très, très envie d'en parler. Vous étiez une sorte de journaliste un petit peu dans ce milieu de la banque. Vous scrutiez un petit peu vos collègues en burn-out et vos collègues qui sombraient. Ouais, et puis bon, je les ai mis en scène. Puisque je parle d'eux dans la pièce, et bon, j'ai joué. Mais c'est très drôle, Paris. là, voilà, c'est pas du tout une pièce dramatique, c'est une pièce très drôle. Moi, je trouve qu'il y a du cynisme, mais voilà, c'est sans méchanceté. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est que dans votre dernier court-métrage, d'ailleurs, qui a reçu un prix au Festival Artemare et de Bastia, sur tes traces, vous avez reçu le prix du film corse, vous évoquez notamment le thème de la solitude dans l'enfance. Alors, à chaque fois, vous choisissez quand même des thèmes assez costauds, assez profonds.
Cette solitude de l'enfance, c'est quoi? C'est l'influence de Charles Dickens que vous appréciez tellement, qui vous a peut-être influencé consciemment ou pas, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Charles Dickens, il a eu une enfance terrible. Et ce qu'il écrit entre Oliver Twist ou même Pip, le héros ou David Copperfield, enfin c'est tout le temps des enfants qui ont vécu des choses très compliquées, qui essayent d'avoir une avancée sociale, ce que j'ai essayé de faire en faisant de l'agronomie, mais qui souvent sont rattrapés par quelque chose de beaucoup plus... L'enfance les rattrape, et je crois que finalement, ça me donne tout de suite là une réponse sur pourquoi je fais du théâtre aujourd'hui. Et merci Davia pour cette piste Donc il y a du de réflexion. Dickens chez Opecini ou de l'Opecini chez Dickens, je ne sais pas. Merci Alexandre. The Cross of Redemption de James Baldwin, publié en français sous le titre Retour dans l'œil du cyclone. Ça vous va bien, ça, Retour dans l'œil du cyclone, Inès Moratti? Ça doit être ça. Non, déjà j'ai une question. Alexandre, est-ce que vous aimez Shakespeare? Eh ben oui, quand même. D'accord, donc ça c'est la version télé. Mais en vrai, Alexandre, avouez, on peut pas se le voir. Shakespeare? Dites-moi. Non, moi, désolé, je peux rien Malgré dire de tout, mal il sur aime. lui. Non mais c'est simple, soit c'est vous qui mentez, soit c'est James Baldwin, parce que James, vous voyez, c'est pas qu'il n'aime pas Shakespeare. Il le déteste. Selon lui, il n'y a pas un écrivain qui n'ait pas, à un moment donné, rejeté avec une convoitise presque malsaine, il admet volontiers, cette espèce de monstrueux accomplissement. Et c'est vrai que William, niveau productivité, c'est pas le dernier. Une quinzaine de drames, une douzaine de comédies et une dizaine de tragédies, plus quelques poèmes ça et là, pour le fun, comprendre, pour faire rager James. Clairement, Will, c'est pas le genre de type qui a besoin de broder sur son CV, du type qu'est-ce que je peux mettre dans la case loisirs pour pas avoir l'air, pour avoir l'air d'être un petit peu intéressante. On va mettre cinéma, je sais pas moi, je regarde Netflix. Oui donc Shakespeare, William Will, je disais, une œuvre tellement colossale donc que certains, des haters, doutent de la paternité des œuvres. Pour eux, Shakespeare serait en fait plusieurs auteurs. Alors, vous connaissez le précepte. Travaille jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de te présenter. Vous savez, c'est le genre de phrase de motivation qu'on trouve sur les bios LinkedIn des créateurs de start-up. Pour Shakespeare, ça donnerait plutôt travaille jusqu'à ce qu'on pense que tu n'aies pas pu faire ça tout seul. Alors du coup, allons-y, donnons quelques exemples de son travail. C'est Shakespeare qui, avec Roméo et Juliette, a introduit le concept d'adolescence. Les ados lui doivent beaucoup. Et surtout toi, Jessica. Parce qu'en fait, le prénom de Jessica, sous sa forme actuelle, ça nous vient de la pièce Le Marchand de Venise. D'ailleurs, Shakespeare n'a pas inventé que des prénoms. Il a inventé à peu près 1700 mots et pas mal d'insultes, tellement qu'il existe un site internet qui s'appelle « Construis ta propre insulte shakespearienne ». Niveau héritage culturel, on ne peut pas faire mieux. Quoique si, j'ai un truc. Shakespeare a également changé toute la faune nord-américaine, ou plus exactement, il y a un type qui, en 1890, a décidé de lâcher dans la nature, un par un, chaque oiseau mentionné dans les pièces de Shakespeare. Alors ça, dans la case loisirs du CV, ça le fait, on note. Et c'est pas tout, encore aujourd'hui, Shakespeare inspire, on le retrouve par exemple dans la série Game of Thrones. Winter is coming, boum, grosse référence à l'hiver du déplaisir qui ouvre Richard III. Autre ambiance, mais finalement pas tant que ça. Le Roi Lion, c'est... Hamlet, exactement. Alors Hamlet, plus grande drama queen de tous les temps, soit dit en passant, et Horatio, tu mérites mieux. Et puis... il y en a d'autres, à l'instar de l'écrivain Ian Dosher, qui s'étale des délires du genre « Et si William Shakespeare avait écrit Star Wars ?» Sachant que ce même auteur s'amuse aussi à imaginer ce qu'aurait donné une évaluation Amazon rédigée par Edgar Allan Poe, donc c'est mon idole. Alors, c'est bien beau tout ça, mais alors pourquoi un tel impact? Pourquoi une telle obsession shakespearienne? La réponse, on la retrouve dans The Cross of Redemption de James Baldwin, parce qu'en fait, Alexandre, c'est moi qui n'ai pas été vraiment honnête au début de la chronique. Je citais volontairement Baldwin hors contexte, parce que l'extrait nous vient en réalité de son essai intitulé « Pourquoi j'ai arrêté de détester Shakespeare ». Sachant qu'au départ, c'était absolument pas gagné, Baldwin considérant Shakespeare comme l'un des auteurs et architectes de son oppression du dossier. Shakespeare qui écrivait donc en langue anglaise, une langue avec des expressions telles que black as sin, noir comme le péché, et une langue qui se veut universelle, alors que, toujours selon Baldwin, ces auteurs ne parlent pas le langage de l'invisibilité, de la discrimination et du désespoir. C'est du moins ce qu'il pensait, jusqu'à ce qu'il ne tombe sur la scène de l'assassinat de Jules César. Et soudain, Cassius a fait sens pour Baldwin. Ce Cassius seul, ambigu, il y a la douleur, il y a cette question de détermination des personnages, parce que Shakespeare problématise la notion d'individu.
Alors là, les gars, d'accord, hein, si chaque mot exprimé par Shakespeare en réalité a un sens métaphysique et universel, je peux pas lutter, c'est bon, je suis convaincue. Moi aussi, je suis fan. Du coup, ça me donne une idée. Qu'est-ce que vous faites ce soir après l'émission, Alexandre? Je vais vous le dire. D'accord, génial, merci. J'ai une proposition. Pour rendre hommage à Shakespeare, on pourrait aller lâcher des étourneaux sur le cours Napoléon tout en insultant les passants. Hein. Il y a un hommage culturel à Excellente rendre. idée. Ça vous va? Je pense qu'on peut rigoler. Ouais, oui. On peut tenter ça. Merci pour cette idée Je vous en de prie. soirée. Merci. Inès Moratti, vous avez déjà joué du Shakespeare? Pas professionnellement, mais en cours. Ouais, on est obligé. En anglais. Vous êtes passé par le cours Florent J'ai fait le cours Florent en anglais, justement pour faire du Shakespeare en pour anglais. faire du Shakespeare. Et ouais, j'ai joué Measure for Measure, Richard III. Ouais, c'est monstrueux. Hein. Chaque ligne peut se faire de manière complètement incroyable, de la poésie, de la prose. On mélange la nature aux hommes, tous les niveaux sociaux. C'est vraiment l'ancêtre de la fantaisie, Mais Hollywood s'en inspire toujours aujourd'hui, énormément. Vraiment, dramaturgiquement, on est très proche de ce qui se Ouais, fait il reste aujourd'hui. incroyablement contemporain. Complètement, vraiment. Nous allons retrouver tout de suite, sans aucune transition, Cécile Orsogne, puisque vous allez nous parler ce soir de ces hippies, de ces héros qui ont décidé de tout plaquer pour ne pas passer à côté de leur vie, pour ne pas faire de burn-out. Exactement. Je vais vous parler de ces personnages qui, contrairement aux héros de votre spectacle, ont choisi un mode de vie bien loin des bureaux et des codes sociaux. Alors d'abord, il y a le héros du film Into the Wild de Sean Penn, un film inspiré, je le rappelle, d'une histoire vraie. Alors ce héros, il s'appelle Chris McCandless, il a 22 ans, il est tout juste diplômé de la prestigieuse université d'Harvard, donc promis a priori à un avenir brillant, mais il décide de tout quitter du jour au lendemain. Il fait donc ses derniers dollars à une association et il part tout seul à la découverte du monde sauvage. C'est quelque chose qui vous a déjà tenté, vous, par exemple, de faire une retraite sur les hauteurs du Monte Cinto? Je fais déjà des retraites à Pietraner, ce qui est bien. Mais effectivement, la Corse est un endroit où je viens écrire et où je viens me ressourcer. Et plus je vieillis, plus j'y viens. Parce que la nature me manque quand Plus vous j'ai... mûrissez, vous êtes hyper jeune quand même, Alexandre. Oui, pardon. Plus je mature même, Ouais, je vous dirais. maturez, nous maturons. Et la deuxième personne dont je vais vous parler et qui rejoint la philosophie du premier personnage, c'est Sal Paradise, le héros mythique du livre de Jacques Kerouac sur la route. Alors lui, il n'a qu'une seule idée en tête, sillonner l'Amérique à toute vitesse avec ses potes à bord de voitures volées. Donc l'idée est plutôt sympa. Ces personnages dans ce bouquin, ils vivent selon leurs propres horaires. Ce sont des hippies, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Inès pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà, partir dans Absolument vous pas. voit J'ai bien, pas vous, ressenti hein. d'émotion depuis 92, je suis pas du tout. Et donc voilà, ces personnages vivent selon leurs propres horaires. Mais finalement, est-ce qu'ils sont plus heureux que le vôtre, Alexandre, qui est enfermé dans un bureau, proche du burn-out, soumis à la pression de son boss? Eh bien, pas si sûr, parce que le héros de Sean Penn, il finit quand même par mourir tout seul, intoxiqué par des baies sauvages dans son van en Alaska. Et il écrit comme dernier mot sur son petit carnet de bord, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Là, on est plutôt d'accord sur ça. C'est très beau. Et les héros de Kerouac, quant à eux, ce ne sont que des saltimbanques épris d'un absolu qu'ils ne trouveront jamais. Oui, je sais, c'est très beau ce que je dis. Cécile Shakespeare. Et je vais donc finir par une touche philosophique pour résumer très bien la situation. Et je vais laisser la parole à Nietzsche. Ne reste pas au ras du sol, ne t'élève pas trop haut. C'est à mi-hauteur que le monde apparaît le plus beau. Wow. Merci Cécile. De rien. Est-ce que vous êtes un existentialiste, puisqu'on parle de Nietzsche, voilà. Est-ce que vous vous mettez dans la philosophie de Nietzsche, de Sartre? Est-ce que vous pensez que Faites-moi rêver, dites que vous êtes nihiliste. est-ce que vous pensez que l'humain est responsable de beaucoup de choses dans sa vie, notamment dans ses désirs professionnels, voilà, dans vos projets? Est-ce que vous pensez que qu'on a notre part de responsabilité? Oui, on l'a. Après, il y a cette espèce de tendance, profondément, moi, je suis toujours très proche de Sartre, même si, au moins sur le point de, on est défini par nos actions, quoi. Il y a un moment donné, c'est ce qu'on fait qui compte le plus, je pense. Ce qu'on a pensé, ce qu'on a ressenti va s'évader, mais ce qu'on a fait va rester. Aujourd'hui, on a un peu cette tendance à croire que on est responsable de tout.
et on doit accueillir tout avec le sourire, on doit être tout le temps cool, tout le temps sympa, que ressentir la colère, c'est mérité, que... Il y a un moment donné où quand même, on n'a pas forcément beaucoup de choix quand on peut voter pour quelqu'un pour nous représenter. Et donc il y a des choses qui ne sont pas de notre faute. Et là, il me semble que à vouloir toujours faire taire la petite bête qui est en nous, elle grossit de plus en plus et il faut parfois la laisser sortir. Et le burn-out, c'est la petite bête qui crie, c'est le T-Rex, ça raconte vraiment ça. C'est le monstre de l'enfance qui dit stop, stop, voilà, il faut prendre une pause. Après, effectivement, je pense que quitter les hommes, c'est une très grave erreur. La nature est passionnante, elle doit nous inspirer pour aimer les hommes. On est fait pour vivre ensemble. Et je crois que les retraites sont faites pour revenir. Voilà. Mieux revenir. Ouais, vraiment, il faut avoir cette sensation-là, je crois. Alors avant de retrouver dans un instant Didier de Jordan pour parler cinéma, finalement, est-ce que le burn-out, est-ce qu'il ne peut pas être un bon présage, une bonne chose dans notre vie? Finalement, on le présente un petit peu comme ce dinosaure, cette bête très méchante, le burn-out qui nous fait souffrir parce qu'on a trop travaillé, on est trop sous pression. Mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose dans la vie et c'est pas ce burn-out et ces angoisses qui vont découler qui vont peut-être nous ouvrir les yeux sur le chemin de notre vie, peut-être? Ah oui, je crois que le burn-out, c'est le corps qui est en train de dire... Et qui nous permet peut-être, de... Bien sûr, il faut réajuster. Notre corps nous dit, stop, c'est pas bon, là, le T-Rex, c'est le cerveau reptilien, donc c'est les fonctions essentielles de la vie, dormir, la survie, manger, fuir, et vraiment combattre, ça. Oui, c'est ça. Et vraiment, là, il se réveille parce que le mec, il est juste en train de penser à sa promotion et il ne se rend pas compte qu'il est en train de passer à côté de sa vie parce que dès l'enfance, on est habitué à cette compétition entre nous, à avoir des notes, à essayer de gagner de l'argent, à l'accumulation de biens. Bon, après, voilà, ça, c'est mon existentialisme qui commence à se révéler. Oui, effectivement, je crois que le corps peut dire beaucoup de choses, il faut l'écouter. Merci Alexandre Peccini. Nous retrouvons tout de suite Didier de Jordan. Didier, vous évoquez ce soir un film dans lequel jouait Jim Carrey à la fin des années 90. Il y interprétait le rôle de son idole comique Andy Kaufman. Tout à fait. Période de fête. Joie de vivre, Alexandre Peccini, burn-out. Pour le moment, tout est nickel. Par contre, transition parfaite par rapport aux questions précédentes. Un burn-out qui est s'il vous plaît. Ma personne est sacrée. Un burn-out qui est vraiment voulu et qui a été nécessaire dans la vie de Jim Carrey. Parce qu'en fait, Man on the Moon, dans le film de 1998, réalisé par Milos Forman, l'immense Milos Forman, sur la vie d'Andy Kaufman comique, en fait, je vous ai feinté, je ne vous parle pas du film, mais du commentaire fait sur Netflix par rapport aux images du making-of du film. Wow. C'est bon, on est bon? Excellente mise en abîme, je sais pas comment ça c'est pas grand-chose, vous savez, c'est venu comme ça. Donc en fait, au début du film, Jim Carrey est arrivé carrément en Andy Kaufman. Pendant 4 mois de tournage, Jim Carrey, en fait, pour lui, n'est jamais apparu sur le tournage. Il n'y avait qu'Andy Kaufman. Alors je ne sais pas si vous imaginez, il joue le rôle de son mentor, il est carrément devenu ce personnage-là. Et il est filmé à l'origine par le meilleur ami d'Andy Kaufman, qui est décédé depuis très longtemps, et la petite amie. Sauf que, à un moment donné, vous imaginez bien que lui, il se perd complètement, Jim Carrey là-dedans. On a l'impression que là, on ne va plus jamais le retrouver. Et en fait, c'est un burn-out qui est complètement contrôlé, parce que la vie d'Andy Kaufman et la vie de Jim Carrey sont carrément similaires. Ils ont eu le stand-up pour se faire connaître, la télé, un succès fulgurant, parfois les meilleurs, qui posaient des questions dans leurs choses. Suis-je un génie? Suis-je un débile? Que pensez-vous de moi? Et les similitudes entre eux, c'est-à-dire que par exemple, en 1994, quand Jim Carrey devient célèbre et qu'il explose, avec 3 films, The Mask, Ace Ventura et un autre dont j'ai oublié le titre, mais vous irez le chercher, son père décède. Donc du coup, là, il y a un deuil à faire parce qu'à ce moment-là, je suis en train de pourrir les fêtes de tout le monde. Truman Show. Ouais. Non, Truman Show, c'est plus tard. Non, s'il vous plaît. Donc, du coup, son père ne voit pas à quel point il a un succès et lui, il a un deuil à faire. Et justement, c'est grâce à Andy Kaufman et à ce film Man on the Moon qu'il va réussir à faire son deuil parce qu'il va complètement se retrouver, complètement chercher sa quête de soi. Il y a d'ailleurs une scène
qui pourrait même tirer une larme au grand Xavier Affre, notre expert en cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça vaut le coup d'œil. C'est-à-dire que la fille d'Andy Kaufman n'a jamais connu son père. Il est mort avant la naissance de la jeune fille. Donc, du coup, elle a demandé à rencontrer Andy Kaufman sur le plateau. Et ça lui a permis de connaître vraiment, réellement son père. Et du coup, grâce à ça, Jim Carrey a fait quoi? Le deuil de son père. Donc, je me pose la question, à force de se... Une thérapie. Une thérapie. Une thérapie. Le burn-out était une thérapie. Ah, voilà. Ouais. C'est le mot que vous cherchiez. C'est ça, c'est ça. Ouais. Merci. Je vous en prie. Interactivité. Merci Didier. Il se passe un truc, j'ai l'impression. Est-ce que vous... alors, je ne vais pas vous demander si vous avez déjà fait un transfert comme hyper fou, comme celui de Jim Carrey. J'imagine que la réponse est non. Mais quelle est la personne que vous idolâtrez, que vous admirez tellement, que vous hésiteriez à incarner son rôle, de peur de sombrer un petit peu dans cette folie, entre guillemets? Oh, j'ai pas vraiment d'exemple là qui me vient facilement. Moi, j'avoue, quand je prépare un rôle, le rôle de T-Rex, c'était étrange parce que c'était un peu moi. Le personnage s'appelle Alexandre, mais à la fois, il avait vécu des choses tellement différentes de moi. Mais en même temps, je sais pas comment dire, j'avais les bases solide à la fois de narration et d'expérience et d'imagination pour, sur scène, me laisser aller à des émotions folles et à... donc voilà, après moi je n'envisage pas un rôle sans qu'il serve un peu de thérapie. C'est un peu... je fais aussi ce métier pour ça, quoi. Bien sûr. Pour expérimenter des choses, des sentiments, des situations. Et c'est vrai que tout ce que j'ai fait... Et d'ailleurs, j'avais interprété Caligula. À un moment donné, je me suis dit, oh là là, c'est en train de me rendre un peu dingue quand même. Il va falloir se calmer un peu. Mais par contre, c'est rigolo, même en tant qu'auteur, quand j'écris souvent sur des nœuds qu'il y a en moi. Donc, T-Rex en était un. Quand j'avais écrit un spectacle qui s'appelait Davia, la sultane. Je sais. Mais bien sûr. Je sais, Alexandre. Ne dévoilons pas tout. Avec vous. Ne dévoilons. Pourquoi un problème? maintenant. Pourquoi ce mot problème? Alors, je vous propose de retrouver Inès Morad. Je suis sûre que vous allez l'embaucher dans votre prochaine création, puisque Ne le faites pas. Inès, Vous seriez déçus. nous allons pénétrer votre cerveau. Allez-y. Alors, Alexandre, j'ai fait mes recherches sur vous dans le cadre de l'émission. Je vous souhaite que pas sur mon temps libre. Bref, je suis tombée sur votre Twitter et de façon tout à fait normale et saine. Je suis remontée jusqu'à 2011 et vous avez ces soirées pour le moins intéressantes. Mais il y a un tweet en particulier qui a retenu mon attention. Alors là, normalement, la régie devait dénoncer, sauf qu'on n'a pas la palette. Alors, je vais vous la décrire. C'était un tweet où vous nous disiez « Installation plan clim pour la nuit, mais surtout hashtag MacGyver ». Donc, vous aviez mis 2 bouteilles d'eau, un ventilateur. Oh mon Dieu. Voilà. Gêne, malaise. Okay. Alors, du coup, je me suis dit, je vous ai apporté 5 trombones, 3 élastiques, 4 agrafes. Je rajoute une invisible. Vous êtes MacGyver, sauvez-moi. D'accord, mais quel est le problème, à vrai dire? Sauvez-moi de moi-même. Oula, non. C'est impossible, Alex. Non. Donc, si vous voulez, alors, ce qu'on peut faire plutôt, c'est que je vais vous proposer une liste d'inventions et vous me dites si ça existe ou pas, et sinon, est-ce qu'on devrait l'inventer ensemble? D'accord. On fait un truc. Donc, les nouilles instantanées qui donnent instantanément l'impression d'avoir raté sa vie. Ça existe déjà ou pas? Oui, Ça faut ressemble le dire. un petit peu. J'avoue, je crois que j'avais déjà bouffé. On est d'accord. 1 minute 30, Inès. On a le temps. Une méthode qui vise à envoyer dans une autre dimension les gens qui répondent à la question. Tu n'as pas vu mon téléphone par il est là où tu l'as laissé. Ça, c'est la liste de purge directe. On invente. Ouais. Ok. Il peut y avoir autre chose aussi. On les envoie. Un objet qui testerait de manière infaillible le niveau de confiance entre les membres d'une même famille. Est-ce que Non, ça laissons existe? tomber cette idée. Ça existe déjà. idée. Ça existe déjà, c'est la télécommande. Vous Oh, posez bah, la question, allez. où est la télécommande à quelqu'un? Vous répondez, je ne l'ai pas. Si la personne vous dit, lève-toi, toute confiance est à jamais rompue au sein de la cellule familiale. Est-ce qu'il existe une charge de qualité qui établirait une corrélation entre la longueur des cheveux de Nicolas Cage et la nullité du film dans lequel il joue? Mais il n'est pas chauve?
Sur le douche, Ça juste doit là. être ça, justement. Non, Ça doit- mais ça non, doit- mais c'était trop spécifique, ça existait. Alors pour info, lorsqu'il a une coupe mulet, ne regardez même pas le film. C'est tout. Sinon, j'allais vous demander vraiment là de prendre position contre le lobby de l'encre. Est-ce qu'il existe une gomme, le bout bleu par exemple, qui est censée effacer l'encre sur les copies doubles? Dites-moi. Franchement, ça marche très mal. On est d'accord, ça n'a existe, jamais marché, mais ça existe jamais. pas. On est d'accord. Merci Inès pour cette réflexion. Mais c'est vrai ça, les gommes bleues, ça n'a jamais voilà, effacé le débat. stylo Bix. On est d'accord. Merci Inès d'avoir soulevé Je vous en ce prie. grand et grave problème. Merci à Didier, de Jordan, Inès et Cécile qui furent les chroniqueurs lors de cette brillante émission. Merci Alexandre Peccini d'avoir pris le temps, parce que je sais que vous êtes très occupé par ailleurs, des créations toujours dans le théâtre et même un long métrage en préparation. Tout ça est en préparation, ouais. On pourra le voir quand ce long métrage? Oula 15 ans, j'espère, 20 ans, 30 Ah, là, j'espère dans les 5 ans. Dans les Allez, 5 ans, soyons, ce soyons serait- optimistes. Peut-être vous l'appellerez Dave pour remettre votre scène. Dave, il y a le Je vais y penser. Il y a le T-Rex. Super, merci Alexandre Peccini, merci à vous tous. Merci, je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 Corse Viaste, la bonne Azera a tutti et à domani.